BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Deuxième partie de notre émission, toujours désormais intitulée Entreprise et Capital. Vous le savez, c'est notre façon à nous de vous faire découvrir comment le capital investissement français accompagne la croissance des entrepreneurs. Et on démarre bien évidemment cette séquence avant deux couples entrepreneurs-investisseurs par les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et capital. Et les news de la semaine, c'est avec vous, Thibaut Jouzier. C'est vous qui repérez chaque semaine ce qui se passe et il se passe beaucoup de choses. Quid cette semaine ? Alors cette semaine, on commence avec un site de e-commerce, Mano, spécialisé dans la vente de jardinage. On a reçu dans cette émission il y a quelques mois, les deux cofondateurs. Exactement, et ils viennent de lever 60 millions d'euros. 60 millions. Considérable. Exactement. Gros potentiel. Oui, on l'avait perçu, Arnaud. Hein. Et donc pour eux, en fait, leur force par rapport aux autres, c'est vraiment de tout miser sur la technologie. Ils sous-traitent très très peu les activités d'innovation, un peu comme le fait Amazon. Et donc, en fait, par exemple, pour se démarquer de leurs concurrents, ils vont pouvoir référencer des milliers de produits d'une entreprise en quelques jours seulement. Voilà, c'est une des plus-values qu'ils apportent. Et donc, résultat, 89 millions d'euros en 2016 de chiffre d'affaires pour une start-up créée il y a 4 ans. Un des vrais gros succès du moment. J'imagine qu'ils vont accélérer sur le marché international avec ce montant. C'est un de leurs objectifs, en fait, vraiment gagner du terrain là où ils sont déjà, pas se développer dans d'autres pays. Et pour cela, ils se donnent un peu les moyens de leurs ambitions, puisqu'ils ont recruté l'ancienne directrice générale de Zalando et le directeur financier d'Amazon France. Apparemment, pas mal de compétences. Alors, dans le domaine des données, je ne sais pas comment on dit, Dataiku. Dataiku, oui. Dataiku qui lève un peu plus de 23 millions d'euros. Là aussi, c'est du gros solide. potentiel aussi. Ça va très très vite pour eux. 14 millions d'euros levés l'année dernière à la même période à peu près. Oui. Et en fait, ils proposent aux entreprises, notamment aux sites de e-commerce, d'analyser un peu mieux les habitudes des clients sur les sites, de voir un peu ce qui leur plaît ou pas pour retenir le plus possible les clients et en acquérir de nouveaux. Objectif de cette levée de fonds, c'est un peu ma question rituelle, mais finalement c'est la seule chose qui nous intéresse quand on voit autant d'argent, pour faire quoi ? Alors justement, un des cofondateurs parle d'aller à une phase d'industrialisation, c'est-à-dire qu'ils veulent doubler leur chiffre d'affaires chaque année dans les prochaines années à venir. Et eux, ils visent vraiment le marché international. En France, ils ont déjà beaucoup réussi. Ils ont réussi à travailler avec Blablacar, AXA, La Poste. Donc maintenant, c'est vraiment le marché international au maximum et ils veulent doubler les effectifs fin 2018. Le modèle d'entreprise comme celui-ci et comme celle-ci, c'est Criteo. Voilà. Pour vous donner une idée. Il faut toujours un modèle leader quand on fait quelque chose de nouveau. Et puis la FinTech a aussi Linkso, 20 millions d'euros. Et oui, toujours la FinTech, on en parle très 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 souvent. Ouais. Et la Linkso, c'est un agrégateur de comptes bancaires en fait. Grâce à une seule appli, vous allez pouvoir voir tous vos différents comptes, même s'ils ne sont pas dans la même banque. Et donc c'est soit proposé en marque blanche pour les entreprises, soit vous pouvez télécharger directement l'appli sur votre smartphone. Et déjà plus d'1 million de téléchargements pour la start-up. Merci Thibaut Jouzier. J'avais une question encore ? J'ai oublié. Oui. Alors allez-y. Allez-y. Toujours les objectifs. Donc là, ils veulent se déployer à l'international. C'est votre départ qui me perturbe. Allez-y. Je vois ça. Donc notamment en Europe, et puis proposer de nouveaux services financiers, pas uniquement consulter vos comptes, mais aussi pouvoir souscrire à des services financiers directement sur leur appli. Merci Thibaut Jouzier. Et je vous dis au revoir parce que vous avez vu de nouvelles aventures. Exactement. Merci d'avoir été présent à nos côtés dans ces émissions et à bientôt. Et tout de suite, on attaque notre premier couple, mon investisseur et moi. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Un entrepreneur qui facilite la vie des parents, Julien Chauderge, président fondateur de Babyzen, et Éric Neplanche, président fondateur de Capital Croissance, qui l'accompagne, Arnaud. Effectivement, notre premier binôme est donc constitué côté entrepreneur du président fondateur d'une PME qui réalise un très joli début de parcours dans l'univers pourtant concurrentiel de la puériculture. Babyzen, vous l'évoquiez, est une marque qui vend des poussettes pas comme les autres. Entendez qu'elles sont design, pratiques et assez compactes pour ne pas se transformer en facteur, et puis facteur de divorce, également en casse-tête et facteur de divorce au moment de les glisser dans un coffre de voiture ou dans un rack de cabine d'avion. Alors son investisseur représente lui une société de capital investissement et capital transmission spécialisée dans les PME. C'est un fonds d'entrepreneurs, puisque je crois qu'ils sont une centaine environ à avoir souscrit à ce fonds dont les montants gérés sont de 80 millions d'euros, je parle sous votre contrôle. Le but, c'est d'aider d'autres entrepreneurs à accélérer. C'est précisément ce que Julien Chauderge cherchait. Ils vont nous raconter comment ils ont fait de ce qui au départ était un LBO, je crois, une belle histoire de croissance partagée. Merci Arnaud. Bonjour Julien. Bonjour. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai passé de nombreuses semaines avec votre père pour une émission qui s'appelait L'Inventeur 2012 sur M6, Jean-Michel. Il était un peu fou ce garçon. Est-ce que vous êtes aussi fou que lui ? Est-ce que vous êtes un inventeur fou comme lui ?
Parce qu'il était dans le même métier que vous, il avait lui aussi inventé une poussette. Alors déjà, on travaille toujours ensemble. Vous bossez ensemble, bien sûr, vous le saluerez pour moi. Bien entendu, c'est lui qui travaille au développement, au design de tous nos produits donc depuis le début. On est sur notre deuxième poussette, donc il a travaillé également au design de celle-ci. Donc est-ce qu'il est un peu fou? Oui, non, je vous le confirme. Il faut un petit peu de folie. Oui, il faut un petit peu de folie. Comment êtes-vous venu dans cette aventure? C'est pas votre première aventure, vous en avez déjà vécu avec lui quelques-unes. Alors oui, on a vraiment commencé ensemble en 2009. On a lancé notre marque en 2009. Oui. Ensuite, d'autres associés nous ont rejoints un petit peu avant le lancement de la Yo-Yo, aujourd'hui, qui est vraiment la poussette avec laquelle on a beaucoup de succès et dans le monde entier. Et donc voilà, après, c'est quand même resté un fil conducteur que de faire des produits pour enfants. Il a toujours été spécialisé dans les produits pour enfants depuis une bonne trentaine d'années. Et il a travaillé pour de nombreuses marques de produits pour enfants, jouets ou puériculture auparavant. Quelle est votre actualité qui nécessite l'accompagnement d'Éric et d'un investisseur et d'un fonds? Alors dès le début, on avait de grosses ambitions pour développer cette marque à l'international. Pour nous, ça a vraiment été très très important que de se développer immédiatement à l'international. Donc c'était une priorité numéro 1. On a dû un premier fonds, Turenne Capital, en 2012. Et puis ensuite, on arrivait sur une deuxième phase de croissance où on doit continuer à développer la marque et les différents produits. Donc on a beaucoup de produits dans les cartons et beaucoup d'innovations encore. Aujourd'hui, on avait besoin d'un partenaire solide à nos côtés, quelqu'un qui comprend ce qu'on veut faire, quelqu'un surtout qui adhère à notre stratégie, parce qu'on a une stratégie, une façon de voir les choses un petit peu différente de ce qui existe, et puis de très fortes ambitions à l'étranger. Où ça d'ailleurs? Territoire nord-américain, surtout les États-Unis? Territoire nord-américain, tout le continent américain, puisqu'on est encore assez peu présent en Amérique du Sud, une des seules régions au monde où on est peu présent, la Chine aussi beaucoup, la Russie. Oui. Des produits à très fort potentiel pour un produit aujourd'hui qui est surtout très très citadin, donc avant tout dans les très grandes villes, mais dès qu'on est dans des pays qui ont des villes de grande taille, on a un potentiel important, donc il nous fallait des gens. Alors on va revenir évidemment sur ce que vous apporte le fonds, mais Éric, qu'est-ce qui vous a séduit et comment vous êtes-vous rencontrés en fait dans cette belle aventure? Alors, on s'est rencontrés en fait parce que moi-même j'habite Aix-en-Provence. Il paraît, oui, il y a une proximité géographique. Est basée à Aix-en-Provence, donc la proximité ça a toujours du bon. Donc les réseaux locaux ont fait qu'on s'est rencontrés. Puis on s'est rencontrés par l'intermédiaire également d'un ami qui avait financé Babyzen à son démarrage, qui est un de mes amis. Donc la rencontre a eu lieu il y a 2 ans environ. Et ce qui m'a séduit ensuite, je crois que c'est assez rare dans une vie d'investisseur. Moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais ce métier-là, de voir un produit qui, en quelques années comme ça, a un tel succès et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps des succès ou locaux, régionaux ou nationaux, mais là, c'est plus de 70 pays dans lesquels la poussette Yo-Yo est vendue et cartonne. Donc, il s'explique comment, à votre avis, l'analyse de l'investisseur que vous êtes et qui a regardé ce dossier, il a expliqué comment ça se fait. un mot à la mode, mais c'est parce que je pense que dans la tech, vous dites que souvent une société disrupte le marché. Là, c'est typiquement ce qui s'est passé avec la poussette Yo-Yo, c'est le produit qui a créé une innovation. C'était l'intelligence de l'encombrement majeure, du pliage facile. Et puis avec une valeur d'usage qui est immédiate, quoi. Voilà. Il suffit de se livrer à l'exercice du pliage, repliage. Voilà. Une innovation majeure, et ensuite ça suffit pas quand même pour en faire un succès. Donc l'innovation, ça a été effectivement quelque chose d'important dans le succès de la poussette Yo-Yo. Et ensuite c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça c'est je dirais l'alliance du père et du fils qui ont sûrement créé ça, et puis d'autres, puisque Julien n'est pas seul dans l'aventure. C'est le marketing, c'est le choix du réseau de distribution, du positionnement premium, d'entrée de jeu, des réseaux qui ont été choisis et de tout ce qui a été autour ensuite pour créer en fait un territoire de marque très cohérent partout dans le monde. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est un fonds d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça change justement dans votre grille de lecture des entreprises à potentiel? Alors c'est peut-être à Julien à répondre à cette question, mais nous ce qu'on essaye de... Il y répondra. J'y répondrai. Ce qu'on essaye de promouvoir en disant qu'on n'est pas un fonds de capital investissement traditionnel, c'est que en fait nos investisseurs sont des chefs d'entreprise et des familles, donc des gens qui ont eu des aventures entrepreneuriales, des succès, des échecs, qui ont des réseaux. Et donc en fait, mon idée quand j'ai créé Capital Croissance il y a 5 ans maintenant, puisqu'on fête nos 5 ans le 1er octobre cette année. 5 ans, c'est un cap pour toutes les entreprises. Voilà. C'était justement de dire, bon, l'argent, il y en a un peu partout. Ce qu'on va essayer d'apporter, c'est un peu de valeur ajoutée avec cet argent, notamment par le biais de nos chefs d'entreprise et souscripteurs entrepreneurs. Donc en fait, ces souscripteurs entrepreneurs, ils aident nos sociétés à leur ouvrir des portes, à leur donner des conseils.
En quoi les cibles sont-elles différentes d'un fonds classique, du coup? Vos cibles à vous Les cibles, on se bat tous pour les mêmes boîtes. On cherche tous les pépites, les bons dossiers, et les meilleures boîtes, exactement, tous les bons dossiers. Donc ce qui change après, je pense que c'est l'approche que l'on a, peut-être une vision plus long terme aussi de l'accompagnement, et puis effectivement un partenariat. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, je dirais, cette finance au service du développement des sociétés. On critique souvent le monde financier, mais j'espère en tout cas que les sociétés dans lesquelles on investit ressentent la différence. Voilà, ressentent la différence. Ça ne veut pas dire que toutes les autres sociétés bien sûr. Ne font pas leur métier. Je pense que justement... Mais il y a un ADN entrepreneurial très fort. Exactement. Arnaud. Et justement, Julien, qu'est-ce que vous avez trouvé chez vos partenaires que vous ne trouviez peut-être pas à un tel point chez tous les autres interlocuteurs? Parce qu'on imagine qu'une entreprise ayant le potentiel de la vôtre avait un peu l'embarras du choix pour ses partenaires. Oui, on avait l'embarras du choix, c'est sûr, mais c'est vrai que je pense que ça a été extrêmement important pour nous pour moi, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'Eric avait fait, ce qu'il avait créé lui-même. Donc déjà, c'est clairement un vrai fonds d'entrepreneur, donc il a entrepris lui-même. C'était important pour moi. Ça facilite le dialogue. Ça facilite le dialogue, bien évidemment. Ensuite, il avait dans son réseau de gens qui avaient cru en lui, des gens qu'il avait croisés par le passé, donc avec qui il avait eu des relations justement de compréhension de ce qu'il était en train de faire et d'appréciation des différents business models. Et donc très vite, ça a été quelque chose d'extrêmement important, puisque je me suis dit, au-delà de nous amener des moyens, c'est surtout quelqu'un qui... parce que les moyens, vous les avez plus ou moins au même endroit, dans différents endroits et plus ou moins dans les mêmes conditions. C'est quelqu'un qui comprenait ce qu'on faisait et qui adhérait à ce qu'on allait faire. Parce que c'est pas toujours facile justement d'avoir des plans si différents des uns des autres. On est très monoproduit aujourd'hui, donc il y a des choses qui peuvent faire peur. Et donc derrière, il y avait une vraie compréhension. Juste une question, je ne peux pas m'empêcher en pensant à Jean-Michel et maintenant en vous rencontrant à Dyson. Oui. Ce produit phare magnifique, mondial, etc., qui a su ensuite développer toute une série d'innovations de rupture où on ne l'attendait pas non plus, les sèche-mains, les ventilateurs, etc. Vous avez un peu ce type d'ADN de l'inventeur qui fait un produit mondial, qui séduit le monde entier rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres produits dans cet univers et comment est-ce que vous allez maintenant grandir au-delà de ce simple produit unique qui peut être une limite pour l'investisseur que vous êtes? C'est un des risques qu'on a identifié, effectivement. Aujourd'hui, c'est extraordinaire de vendre 200 000 poussettes, un seul produit partout dans le monde. Absolument. Mais c'est aussi à terme potentiellement une faiblesse. Quelle était la réponse alors du candidat à l'investissement que vous étiez, Julien? C'est vrai que c'est un très très bel exemple. Dyson est un magnifique exemple. On pense sincèrement aujourd'hui que ce qui nous intéresse aujourd'hui à court terme en tout cas, c'est de continuer à nous spécialiser sur ce qu'on sait le mieux faire, à savoir des poussettes. Et le déplacement des parents citadins dans toutes les grandes villes du monde. Ça, c'est sûr. C'est la vision. Ça. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on peut identifier quand Dyson est parti en faisant des aspirateurs. La voiture connectée sera peut-être un nouveau territoire de réflexion. Après, c'est évident qu'il y a de grandes chances pour qu'on ait d'autres réflexions et qu'on puisse prendre des directions un petit peu assez différentes, en fait, finalement, comme Dyson l'a fait. Et voilà, donc d'aller au bout de ce qu'on sait faire, les poussettes. Ensuite, c'est pas impossible qu'on ait envie de faire autre chose, et pourquoi pas autre chose même que des produits pour enfants. Bon, en tout cas, vous avez le partenaire qu'il vous faut à vos côtés. Je rappelle, Éric Neplanche, que vous êtes le président fondateur de Capital Croissance, et bien sûr Julien Schoderge, le président fondateur de Babyzen. Surtout, embrassez votre père pour moi. Jean-Michel Schoderge, à qui je fais un petit coucou dans cette émission. Et on attaque tout de suite avec un deuxième couple, entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième couple entrepreneur-investisseur, un homme et une femme. Et bien, je commence par la femme, à titre exceptionnel, parce que je commence toujours par les entrepreneurs. Pour vous présenter, Valérie Gombard, vous êtes directeur général de iInnov. Et Michael Froment, c'est vous l'entrepreneur de la journée du week-end. Vous êtes le président de Commanders Act. Qu'est-ce que c'est que ces deux entreprises, Arnaud? Alors, dans notre second binôme, l'entrepreneur est à la tête d'une pépite de la French Tech, une start-up en train de devenir scale-up, et beaucoup plus si affinité, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, dans le domaine de la gestion de données, et plus précisément du management des tags pour les sites de e-commerce, d'où son nom originel de Tag Commander, dont ils ont changé en début d'année avec au passage des ambitions encore plus clairement affirmées dans le domaine de l'innovation. Son investisseur représente la société d'investissement Capital Innovation, justement, de la holding d'Entresangle Initiative, c'est dire si l'entrepreneuriat est dans vos gènes. Son leitmotiv va être, je cite, un véritable accélérateur pour les jeunes entreprises qui visent le leadership dans leur secteur. Ça tombe bien. Et vos montants gérés sont de 70 millions d'euros.
Merci Arnaud. Je regardais en fait la date de création de l'entreprise, c'est 2010. 2010. Alors racontez-nous, c'est né comment cette aventure du tag? Tout simplement, le tag, c'est un peu la cheville ouvrière de l'écosystème digital. C'est un petit morceau de techno qui est utilisé par énormément de sociétés. Mais qui a son importance. Et qui a son importance, exactement. Et on s'était rendu compte que les équipes marketing avaient énormément de mal à travailler avec ce petit morceau de technologie. Et donc, le premier projet consistait, au travers d'une société qui s'appelait Tag Commander, qui a évolué ensuite en Commanders Act, à aider les équipes marketing à prendre le contrôle de cette technologie-là pour déployer leur campagne à la bonne vitesse. Et c'était qui, Michael Froment? C'était une équipe ou bien c'était vous en tant que quoi d'ailleurs à l'époque, déjà entrepreneur ou bien Non, j'avais un passé de salarié, tout simplement, et j'avais trouvé que l'entrepreneuriat serait sans doute une très bonne façon de continuer à s'exprimer. Vous épanouir. Donc voilà, exactement. Et donc j'ai tenté un peu tard, c'est la crise de la quarantaine, mais elle est souvent très réussie, celle-là. Elle est très réussie. Et du coup, ça fonctionne bien tout de suite. Quelles ressources fallait-il pour arriver à ce qui est à l'évidence un joli succès? Oui, alors on a les 2 premières années, on part avec l'équipe de fondateurs qui était composée de 3 personnes. En relative autonomie, on était capable d'adresser à peu près tous les sujets sur cette première période, et avec un critère essentiel qui était d'être profitable, puisqu'on se développait seul. Et puis à l'époque, sans du tout fonds d'investissement. Sans appel à des fonds d'investissement. En revanche, au fur et à mesure, on fait l'analyse que ce marché va être global. Nos compétiteurs sont américains. Au sens géographique, mondial. Parce que très rapidement, c'est des centaines de clients en ce qui concerne. C'est des centaines de clients, exactement. Et puis, le problème est universel. Donc, on a quelque chose à travailler qui est intéressant. Quelle différenciation par rapport à des acteurs? Du coup, j'imagine sur un marché mondial, il y a d'autres acteurs. Quel est votre élément différenciant? Alors, sur ce premier métier qui était le tag, une approche technologique un petit peu différente qui faisait que même si nos serveurs se crachait complètement, le service continuait à fonctionner pour les clients. C'était un des points de valeur importants de l'époque. Dans le business. C'est arrivé ça peut arriver. Ça peut arriver, comme il y a des attaques tous les jours de serveurs, etc. Donc ça pourrait nous arriver. Et vous évoquiez au départ, comme si aujourd'hui le business model avait changé, du coup aujourd'hui Commanders Act. Ce qui nous a intéressé derrière ce projet, c'était non pas le tag, ce petit bout de code, mais la donnée qu'il permettait de collecter. D'accord. Et c'est là-dessus qu'on a construit notre aventure et qu'on s'est suffisamment développé pour arriver un jour à un moment où on s'est dit il faut s'appeler d'un autre nom, et on a fait évoluer Tag Commander en Commanders Act. Le sous-jacent, c'est aussi la volonté de tous les opérateurs qui font du marketing, justement, d'aller de plus en plus loin dans la finesse de ciblage, dans la finesse et dans le sur-mesure même du message. Exactement. Tout le monde cherche à améliorer l'expérience client. Pour améliorer l'expérience client, il faut être pertinent. Pour être pertinent, il faut savoir à qui on parle et ce qu'on doit lui dire. Et le changement de nom, en fait, Michael Froment ne fait pas tout. Commanders Act, ok, c'est le nouveau nom, mais qu'est-ce que vous faites de plus et de mieux? Alors, avant le changement de nom, on avait développé une suite de produits. Donc, on aidait déjà nos clients à travailler sur la donnée, à prendre le contrôle de la donnée. La donnée, il y en a beaucoup dans les organisations de nos clients. En revanche, elle est éparpillée. Et il faut l'amener à l'endroit où il va y avoir un contact entre le client, le prospect, le consommateur et puis la marque. Alors Valérie Gombard, vous êtes issu en fait d'une holding familiale. C'est créé en 2013 en fait, HighInnov. C'est typiquement une entreprise cible d'un fonds comme le vôtre? Oui, tout à fait. Alors nous sommes des investisseurs en capital innovation, des investisseurs de early stage. On intervient au premier et deuxième tour de financement en général. Sur des tickets de combien? Sur des tickets qui vont aller de 1 à 8 millions d'euros par entreprise, au fur et à mesure du temps, bien sûr. Majoritaire, minoritaire? Toujours minoritaire. Il arrive qu'on devienne majoritaire avec nos confrères au fur et à mesure du temps, quand la start-up a besoin de beaucoup de capitaux pour se développer. Et on ne fait aussi que du digital B2B. Donc nous, on finance les entreprises qui proposent des outils, des plateformes à des grands comptes, à des ETI, pour leur permettre d'accélérer leur mutation digitale. Entreprise française pour l'essentiel ou internationale? Alors aujourd'hui, on a un portefeuille qui est français, mais toutes nos entreprises vendent à l'international dès le premier jour. C'est un de nos critères d'investissement. Je vais vous demander, c'est un de nos critères d'investissement, avoir des marchés larges, solvables, très internationaux. Qu'elle le fasse déjà le premier jour ou bien qu'elle puisse le devenir? Quasiment dès le premier jour. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui disent tiens, c'est typiquement un fonds pour moi. Parce que souvent, le premier client est plus facile à convaincre à l'extérieur. Parfois, c'est paradoxal qu'à l'intérieur. Donc souvent, au moment où on intervient, on a déjà les premiers clients internationaux, tout à fait. Et on voit tout de suite si c'est dans l'ADN de l'entreprise ou pas. Alors vous vous focalisez sur le B2B, c'est un univers, toute cette galaxie là, des apporteurs de solutions pour les entreprises auxquelles on est très attaché parce qu'on est en pleine transformation des entreprises et donc il y a des parts de marché à prendre, il y a un potentiel de création d'entreprises et de belles entreprises gigantesques. C'est justement pour ça que vous vous focalisez sur cet univers? Oui, alors il y a deux raisons. Il y a aussi parce que, vous l'avez souligné, nous on a un ADN entrepreneurial. Ouais, déjà métier apportant de solutions, c'est une tradition dans la
Et effectivement, on a développé beaucoup d'entreprises qui elles-mêmes ont ces problématiques. Et nos souscripteurs, donc les investisseurs qui nous confient des capitaux, sont soit des entrepreneurs, soit des family office, qui sont en fait la suite de l'entrepreneuriat, soit des corporates, le plus important d'entre eux étant la SNCF, qui ont absolument besoin de trouver, d'identifier ces technologies pour les implémenter au sein de leur organisation. Et c'est vital. Il n'y a plus aujourd'hui aucun grand compte qui ne se pose pas cette question. Je vois Michael vraiment acquiescer sur ce sujet qui vient d'être évoqué par Valérie. Oui, c'est tout l'enjeu en fait. C'est la beauté du modèle B2B, c'est qu'on a la possibilité de venir résoudre un sacré nombre de problèmes qui existent dans les grandes organisations. Elles sont toutes touchées par la transformation digitale. Pour le marketing, la transformation digitale, ça veut dire remettre le client au centre de l'expérience marketing et donc collecter de la donnée pour connaître au mieux le profil de chaque client. Qu'est-ce qui a fait que justement ce rapprochement a bien fonctionné ? L'ADN, encore une fois, de porteur de solutions qui est celui de votre investisseur, a facilité justement la compréhension mutuelle de vos enjeux, de vos priorités ? Ah oui, complètement. Alors on s'est rencontrés en 2014 sur la deuxième levée de Commanders Act. Et effectivement, quand tout se passe bien, une levée, c'est compliqué parce qu'à la fin, on a plusieurs propositions et qu'il faut prendre une décision qui engage l'avenir de l'entreprise. Et on a assez peu de temps et on ne se connaît pas forcément énormément. Donc, on fait attention aux détails. Et un des détails qui est apparu très, très vite, c'était cette culture d'entrepreneur qu'il y avait au sein du fonds Innov. Et ça se voyait dans les échanges qu'on avait. Ça s'est vu ensuite sur la partie opérationnelle quand il a fallu aborder des sujets plus quotidiens. Mmh. Et ça a été un élément d'identité. Enfin, on s'est senti proche. Voilà. Alors, à l'inverse, Valérie, je vois que vous avez un portefeuille d'à peu près 10 sociétés aujourd'hui, donc vous devez être très courtisé compte tenu de l'aventure entrepreneuriale des gens qui vous financent. Qu'est-ce qui vous a vraiment séduit dans cette aventure-là, de manière très spécifique en fait ? Oui, il y avait deux choses. D'abord, le premier critère est très subjectif. C'est vraiment le sentiment que l'on a de l'équipe. Non, mais alors je vais vous dire l'équipe. Pourquoi vous dites toute l'équipe ? Ça va finir par être vrai, on va finir par vous croire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on cherche des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Oui. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On a trois valeurs. L'engagement, on est des passionnés de l'entrepreneuriat et on met tous nos efforts et toute notre énergie pour que les choses qu'on entreprend réussissent. Mm-hmm. L'anticipation, parce qu'aujourd'hui on vit dans une économie qui est mondialisée, donc s'endormir sur ses lauriers, ça veut dire ne pas voir le concurrent arriver et mourir. Mmh. Ça me rappelle une certaine histoire de family business aussi. Et enfin l'humilité, parce que c'est quand on en manque qu'on commence à devenir mauvais, et aussi parce que ça permet de construire sur l'intelligence collective de nos équipes, de nos partenaires. Il y avait les trois chez Commanders Act. Il y avait les trois, et puis il y avait aussi un positionnement technologique qui m'a interpellée. Il faut se replacer en 2014. À cette époque-là, il y avait beaucoup de solutions de e-marketing digital, il y en avait à foison et c'était compliqué pour nous les investisseurs de trier quelle allait être celle qui allait emporter le marché. Et quand j'ai rencontré Michael, effectivement, le premier morceau de logiciel, c'était un sujet qui pouvait paraître très niche, la gestion du tag management, et qui était très aussi tuyau, plomberie, qui n'intéressait pas beaucoup les investisseurs. Et moi, je me suis dit, il y a un vrai sujet, c'est que finalement, les gens qui vont gagner dans ce marché vont être ceux qui vont avoir l'accès à la data. Parce que sinon, la data, elle est chez Google, elle est chez Facebook, je ne vous apprends rien, elle est chez Apple. Et elle n'est pas dans l'entreprise, à tel point que tous ces géants, ces GAFA, ils revendent leurs propres données aux entreprises qui leur donnent. Leurs revenus, ce sont leurs revenus. Voilà, exactement. Et ce qu'on fait avec Commanders Act, c'est qu'on permet à ces groupes, à nos clients, de récupérer ces données, déjà leurs propres données pour leur propre usage, mais surtout en créant cet effet réseau de milliers de clients aujourd'hui, on leur permet de s'échanger les données pertinentes pour avoir une espèce d'intelligence collective autour de cette donnée. Et c'est ça la puissance, en fait, c'est un peu un anti-GAFA. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, Valérie Gombard, que vous êtes la directrice générale de Innov et Michael Froment, président de Commanders Act. Allez, fin de cette séquence, dernière partie de notre émission, le mode d'emploi. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, ce sont des retrouvailles avec Emmanuel Degler qui nous a déjà accompagnés. Emmanuel, vous êtes professeur associé à l'EDEC Business School, mais aussi membre du centre de recherche Légal EDEC. Arnaud, sur quoi l'interrogeons-nous cette semaine dans ce mode d'emploi du private equity ? Alors, notre amie Emmanuel, c'est une spécialiste du droit. Et donc, on va évoquer avec elle un passage obligé de nombre de levées de fonds, c'est l'audit juridique. Car oui, la due diligence, ça ne se réalise pas simplement sous l'angle financier ou encore celui de la gouvernance, mais aussi du point de vue juridique et fiscal. Et cela se prépare tant du point de vue de l'investisseur que de l'entreprise
entrepreneurs. Alors on imagine que vous avez quelques bons conseils à partager avec nous sur ce sujet. Allez, 4 minutes, Emmanuel. 4 minutes. Promis, je tiendrai le timing. On lui fait confiance. Alors en fait, j'aborde un sujet qui est très très large et qu'on pourrait faire en beaucoup plus de 4 minutes, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'idée de l'audit juridique, c'est avant tout de revisiter l'entreprise, mais simplement du point de vue de son analyse juridique. Donc dans le droit, il y a différentes branches et celle dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est principalement les contrats. Et on va se rendre compte qu'une entreprise, en fait, a sa valeur qui repose sur des contrats clés qui ont été signés par l'entreprise et qui vont bien souvent être la mise en œuvre de son business model. Or, si on se rend compte par un audit soigné de l'un de ces contrats clés qu'il y a une fragilité, eh bien, si la fragilité... De nombreux risques d'ailleurs potentiels. Tout à fait. Il y a autant de risques que de contrats. Exactement. Et à l'intérieur d'un contrat... de les diversifier, justement. Et à l'intérieur d'un contrat, il y a plusieurs zones de risque. Donc, c'est vraiment cette idée, c'est de rebalayer ces contrats pour voir le niveau de solidité juridique ou de fragilité du business model qui découle des contrats qui ont été signés par l'entreprise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quel impact sur la relation entrepreneur au moment où on fait les due diligence, etc. Ça se passe au moment notamment des due diligence. Ça. Exactement. Donc l'idée, c'est de voir dans l'entreprise dans laquelle on va investir son potentiel business et son potentiel de sécurité business. Donc on va prendre des exemples pour que ce soit très clair. Un des risques très très courants à l'heure actuelle, c'est la relation freelance-contrat de travail. Et là, je prendrai l'exemple de n'importe quelle plateforme dont l'objectif est de connecter entre des personnes qui travaillent, à qui on va confier une mission, qui sont soi-disant freelance, qui doivent donc avoir un statut professionnel indépendant. Et dans la fonction dont la plateforme va être organisée, eh bien, on sait qu'il peut y avoir un redressement des URSSAF et qu'il peut y avoir requalification au contrat de travail. Il faut le provisionner éventuellement, bien si on est investisseur, etc. Alors, il faut le provisionner, c'est un fait, mais ça peut tout simplement mettre la plateforme à plat. Parce qu'en fait, le business pouvait fonctionner dans un modèle freelance, alors qu'il n'est pas du tout rentable dans un modèle contrat de travail. Donc c'est un impact immanquablement sur la valorisation, voire même sur la conclusion du deal. Tout à fait. Parce que ce qu'il va falloir, c'est valoriser ce risque, voir si le risque est présent ou pas, et quel est son niveau. Et en effet, parfois, l'investisseur va tout simplement faire demi-tour en disant... C'est fréquent, dans votre expérience, que des fonds, notamment, arrêtent un deal parce que, justement, l'audit juridique n'a pas démontré la solidité? Non, c'est très rare. Parce qu'ils font pas assez le job? Ou parce que, finalement, c'est très bien bétonné? Parce que le risque est le propre de tout investissement. Donc, ils acceptent de le prendre même quand il y a quelques loups. Tout dépend de la taille. Ils veulent l'évaluer. Mais en effet, ce qu'il faut, c'est qu'il soit là. Après, il faut bien comprendre que l'entrepreneur n'est pas non plus suicidaire. Normalement, l'entrepreneur aura à son niveau à lui déjà identifié ce risque et aura, d'une façon ou d'une autre, tenté de le sécuriser. On ne peut pas sécuriser tous les risques, mais à son niveau, l'entrepreneur aura déjà normalement commencé le travail. Emmanuel Declercq, quel conseil du coup donneriez-vous à un entrepreneur qui recherche des fonds parce que ça va lui arriver un jour, cette problématique. Comment l'anticiper et comment du coup ne pas se retrouver le jour venu avec quelqu'un qui dit pas no way, parce que vous n'êtes pas assez juridiquement bétonné. Le droit ne doit pas être ce qui gouverne l'entreprise, clairement pas. Par contre, il y a des moments où il va falloir quand même avoir des espèces de check-up points, d'accord, où là il va falloir se poser la question. Le vrai problème qu'on a en ce qui concerne les audits juridiques, c'est que très souvent, l'entreprise est construite de façon assez carrée. Mais pour les besoins du business, elle va pivoter. Elle va pivoter et encore pivoter. Et on se rend compte, par exemple, et je vais prendre un deuxième exemple, qui est le contrat d'exclusivité. Vous avez une entreprise qui a obtenu le droit sur une techno, quelle que soit la nature juridique de ce droit. Et en fait, elle a obtenu un contrat d'exclusivité sur cette techno. Et puis petit à petit, on se rend compte que son activité a pivoté. Elle était sur un secteur d'activité et par des opportunités clients, c'est engagée sur un autre secteur d'activité. Et on se rend compte au moment des due diligence qu'en fait, l'exclusivité qu'elle avait, c'était sur le secteur de départ, mais pas sur le nouveau secteur. Et donc, en fait, le vrai problème, c'est l'adaptation des contrats qui, eux, sont en général sur le long terme, à l'évolution de l'entreprise, compte tenu des pivots qui sont le propre de toute aventure entrepreneuriale. Voilà, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous êtes avertis grâce à Emmanuel Declercq. Merci Emmanuel. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'EDEC Business School. C'est la fin de cette édition d'Entreprise BFM. On se retrouve et d'Entreprise et Capital, et on se retrouve bien sûr le week-end prochain pour une nouvelle édition de l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Passez un bon week-end. Ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.